Qu'est-ce qui motive les gens qui paient des dizaines de milliers de dollars pour grimper là où chaque inspiration pourrait être la dernière? L'ambition, la soif de gloire ou quelque chose de plus grand? L'histoire qui s'est déroulée sur le Shishapangma à l'automne 2023 n'apporte pas de réponse univoque. En revanche, elle montre ce que devient l'alpinisme lorsque les records deviennent plus importants que la vie, et lorsque la frontière entre le sport et la folie s'efface complètement. Le Shishapangma, ou Gozantan si vous préférez, occupe la 14e place sur la liste des plus hauts sommets de la planète, 8270 mètres au-dessus du niveau de la mer. Situé au Tibet, en territoire chinois, il est longtemps resté pratiquement inaccessible aux étrangers. Les autorités chinoises délivraient les permis d'ascension avec une extrême réticence, si bien que le Shishapangma est devenu le dernier sommet de 8000 mètres à avoir été conquis. La première ascension réussie n'a eu lieu qu'en 1964 et a été réalisée, sans surprise, par une expédition chinoise. Au cours du demi-siècle qui s'est écoulé depuis, seules 21 personnes ont péri sur les pentes de cette montagne. À l'échelle de l'alpinisme de haute altitude, c'est peu. À titre de comparaison, rien qu'en 2023, 18 alpinistes ont perdu la vie sur l'Everest. Cette faible mortalité s'explique par deux facteurs. Les autorités chinoises restent avares en permis et les itinéraires menant au sommet sont considérés comme relativement simples. Dans les cercles d'alpinistes, le Shishapangma est même parfois qualifié de plus facile de tous les 8000. Bien que le mot « facile » à plus de 8000 mètres d'altitude sonne presque comme une moquerie. Mais ces dernières années, une nouvelle vague de fièvre des records a déferlé sur le monde de l'alpinisme de haute altitude. Il ne reste presque plus de sommets invaincus, et les sportifs doivent inventer de nouvelles manières d'entrer dans l'histoire. En 1986, le légendaire Reinhold Messner a achevé son projet des 14 8000, et ce, sans utiliser d'oxygène. Il lui a fallu près de 16 ans. 16 années de préparation, d'ascension, d'acclimatation, d'attente des fenêtres météorologiques. C'était un marathon aux limites des capacités humaines. En 2019, l'alpiniste népalais Nirmal Purja a fait voler en éclats ce système de coordonnées. Il a conquis tous les sommets de plus de 8000 mètres en 6 mois et 6 jours, un record du monde qui semblait inaccessible. Ce qui avait pris une décennie à Messner, Purja l'a bouclé en 6 mois. La communauté des alpinistes était sous le choc. Certains admiraient, d'autres parlaient de commercialisation et de perte de l'esprit de l'alpinisme. Et en 2023, la Norvégienne Kristin Harila est allée encore plus loin. Elle a bouclé la liste en 92 jours, exactement 2 fois plus vite que Purja. Une folie absolue en termes de vitesse et d'endurance. 3 mois de course ininterrompue sur les sommets les plus dangereux de la planète. Certes, son record a suscité un torrent de critiques. On a dit qu'Harila était déposée en hélicoptère directement dans les camps d'assaut, évitant les approches épuisantes. Qu'une immense équipe de Sherpas travaillait pour elle, ouvrant les voies, installant les cordes fixes, montant les camps. Que sans une personne en particulier, ce record aurait été impossible. Il s'agit de Tenjen Lama, un alpiniste népalais très fort qui accompagnait Harila dans toutes ses ascensions. Officiellement, il était guide commercial, son nom apparaissait donc rarement dans les gros titres. Les médias occidentaux parlaient de la recordwoman norvégienne, et le nom du Sherpa était relégué en bas de page. Mais c'est pourtant lui qui a rendu cette course techniquement possible. C'est son expérience, sa connaissance des itinéraires, sa capacité à travailler en altitude sans oxygène qui ont permis ce rythme effréné. Retenez ce nom, Tenjen Lama deviendra l'un des personnages clés de la tragédie qui s'est produite sur le Shishapangma. Cependant, Harila a reçu la plus grande vague de négativité à cause d'un autre incident. Une vidéo est apparue sur Internet où son équipe enjambe littéralement un porteur pakistanais à terre. L'homme est allongé sur la pente, il a besoin d'aide, mais personne ne s'arrête. Les alpinistes passent à côté de lui, les uns après les autres, comme s'il n'était qu'une pierre sur le sentier. Finalement, le porteur meurt. La vidéo est devenue virale et l'opinion publique était furieuse.
Pour être juste, le groupe Daryla n'a pas été le seul à l'enjamber. Plusieurs autres équipes sont passées sans que personne ne tente de redescendre la victime. Un tollé s'est élevé. Pour les riches alpinistes occidentaux, les guides locaux seraient du matériel jetable, des outils. Les records s'établiraient sur le sang des pauvres du Népal et du Pakistan. Mais voici ce qu'il est important de comprendre. Ce cas n'est remarquable que parce qu'il a été filmé et a provoqué l'indignation de personnes éloignées de l'alpinisme. Quiconque monte au-dessus de 8000 mètres, dans ce qu'on appelle la zone de la mort, doit être conscient qu'il est possible de ne pas en revenir, et qu'il n'y aura probablement pas d'aide. À cette altitude, le corps se meurt, les cellules du cerveau meurent d'hypoxie, les poumons se remplissent de liquide, les doigts perdent leur sensibilité. Chaque pas demande des efforts qui, dans des conditions normales, suffiraient pour une journée entière de travail. Les grands groupes commerciaux abandonnent-ils leurs porteurs ? Comme on le voit, oui. Les Sherpas abandonnent-ils leurs clients ? Malheureusement, cela arrive aussi. Par exemple, toujours en 2023, sur l'Everest, plusieurs Sherpas ont fait demi-tour et sont redescendus au camp de base, laissant leurs clients fortunés mourir sur la pente. Ce sont des choses qui arrivent. La question est que le groupe Daryla était grand, expérimenté et avait techniquement les moyens d'aider ce porteur, mais il ne l'a pas fait. Mais là n'est pas le sujet. L'exemple de Christine Arila s'est avéré contagieux. Plusieurs alpinistes ambitieux se sont immédiatement lancés dans la collection de tous les 8000. Les ascensions se sont transformées en courses, en business, en sport pour les réseaux sociaux. Parmi eux se trouvaient 2 Américaines, Anna Goutou et Gina Marie Rusidlo. Le 7 octobre 2023, toutes deux étaient à l'assaut du Shishapangma. Et pour toutes les deux, c'était le dernier 8000 de leur liste. Ce jour-là, plus de 50 personnes se dirigeaient vers le sommet. Pourquoi tant de monde ? Parce que la fenêtre météorologique, la période où le temps permet de monter et de descendre en relative sécurité, ne se présente que quelques fois par saison. Parfois, c'est 2 ou 3 jours sur tout le mois d'octobre. Si vous la manquez, il faudra attendre l'année suivante, ou ne plus jamais en avoir l'occasion. Parmi ces 50 personnes, beaucoup prétendaient terminer la liste, ou l'avaient déjà terminée, et cherchaient maintenant des records personnels. Nirmal Purja, par exemple, ou Mingma Gyalje. Ces gars avaient déjà gravi tous les plus hauts sommets de la planète et voulaient maintenant le faire sans oxygène supplémentaire, parce que le record des 14-8000 n'impressionne plus. Il faut quelque chose de nouveau, plus rapide, plus haut, plus dangereux. Mais ce sont les 2 Américaines qui nous intéressent. Anna Goutou et Gina Rusidlo se battaient pour le titre de première Américaine à avoir complété la liste des 14-8000. Et il se trouve que, pour toutes les 2, le Shishapangma était le dernier. Il était clair que celle qui arriverait la première au sommet s'emparerait de toute la gloire et de l'attention médiatique. Contrat de sponsoring, contrat d'édition, conférence TED, tout cela revient au vainqueur. La 2e place n'intéresse personne. Ce jour-là, les conditions étaient pour le moins mauvaises. Froid, 40 degrés sous zéro en tenant compte du vent. Venteux, les rafales faisaient tomber même les alpinistes expérimentés. Et surtout, il était tombé beaucoup de neige fraîche, ce qui augmentait considérablement le risque d'avalanche. Cette neige n'était pas encore tassée, pas encore prise en croûte. Elle reposait en une couche meuble et instable sur l'ancienne neige dure. Une situation d'avalanche classique. Pendant ce temps, sur la montagne, se trouvait Tengen Lama, ce même Sherpa qui, avec Christine Arila, avait établi le record du monde. Au lieu de se reposer après cette course effrénée, il a apparemment décidé qu'il fallait battre le fer tant qu'il était chaud. Sa notoriété avait explosé, et avec elle, ses honoraires. Auparavant, il pouvait gagner 5 à 7 000 $ par expédition. Désormais, les sommes se comptaient en dizaines de milliers. Quelques mois seulement après son record, il avait déjà mené des groupes commerciaux sur le Manaslu et le Dhaulagiri. Et maintenant, il était à l'assaut du Shishapangma, cette fois en tant que guide personnel de Gina Rusidlo. Initialement, Gina était avec une autre compagnie, Climb Bay.
Tengen travaillait pour Summit Treks et ils n'étaient pas censés se croiser. Mais en arrivant au camp de base, Gina a déclaré qu'elle voulait le Sherpa le plus rapide et le plus expérimenté, et qu'elle était prête à payer le prix fort. De toute évidence, elle a engagé la star, Tengen, bien que ce soit, pour le moins, illégal. Le fait est que c'est la société avec laquelle un contrat a été signé qui est responsable d'un alpiniste commercial. C'est elle qui obtient le permis du gouvernement, qui est responsable de la sécurité, de l'autorisation d'ascension. Et surtout, elle peut ordonner à un client de faire demi-tour si les Sherpas estiment qu'il est dangereux de continuer. C'est un système. Il n'est pas parfait, mais il fonctionne. Mais ici, semble-t-il, l'argent a tout résolu. L'Américaine a pris un Sherpa d'une autre équipe et il n'était plus clair qui était responsable d'elle. Les chaînes de responsabilité formelles ont été rompues. L'alpiniste macédonien Sasko Kesev, qui était également sur la montagne ce jour-là, a commenté ainsi. Le leadership est crucial dans de telles situations. Les clients offrent souvent de grosses sommes aux Sherpas pour qu'ils continuent à travailler malgré le danger. C'est pourquoi un vrai leader est nécessaire, quelqu'un qui peut prendre la bonne décision et faire redescendre l'équipe à temps. Mais quand des dizaines de milliers de dollars sont en jeu, il devient plus difficile de prendre de telles décisions. Il y avait beaucoup d'alpinistes forts sur la montagne ce jour-là, et beaucoup d'entre eux couraient après des records. On ne peut pas dire que l'objectif des Américaines était exceptionnel, c'était plutôt une question d'ambition personnelle. Mais le Shishapangma était le dernier pour beaucoup. Sibas Khan et Oros Kashi espéraient devenir les premiers Pakistanais à collectionner les 14 sommets. Adriana Brownlee visait à devenir la première Britannique et, par la même occasion, à établir un record d'âge. Mingma Gyalje et Nirmal Purja terminaient la liste sans oxygène. Mais pour personne, la compétition n'était aussi féroce que pour les deux athlètes américaines. Cela se sentait même au camp de base, tension entre les équipes. Salutations brèves et sèches, regards en coin. Le Sherpa Mingma Gyalje, chef de l'équipe Imagine Népal, se souvient. C'était une expédition horrible. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tourne de cette manière. Au début, tout se passait bien, mais la compétition entre les deux dames a tout gâché. Il travaille en montagne depuis 20 ans. Il en a vu beaucoup, mais jamais rien de tel. Les alpinistes italiens Mario Vielmo et Sebastiano Valentini ont raconté que tous ceux qui se trouvaient sur la montagne ces jours-là comprenaient parfaitement que la partie supérieure était extrêmement dangereuse. Une grosse avalanche s'y était déjà produite la veille. On l'avait vu depuis le camp de base, une énorme vague blanche dévalant la pente dans un rugissement. Les Italiens se trouvaient au premier camp de base du 5 au 7 octobre et ont été témoins de la situation. Voici ce qu'ils racontent sur les conditions. Du 4 au 5 octobre, il a neigé en altitude. Une neige épaisse et humide qui n'a pas cessé pendant des heures. Au camp de base, il faisait chaud, donc la neige fondait rapidement. Mais selon nos estimations, environ un demi-mètre de neige fraîche est tombé au camp 4 et au-dessus. Le matin du 7 octobre, il faisait un froid glacial sur les pentes supérieures et le vent soufflait. Ce même vent qui arrache les tentes et emporte les gens. Le vent, la neige fraîche, le froid. Le cocktail parfait pour une avalanche. Le 5 octobre, 2 jours avant la tragédie, plusieurs cordées avaient déjà été prises dans une avalanche. Des gens ont fait une chute d'une centaine de mètres, dévalant la pente dans une bouillie de neige, mais ils ont survécu et n'ont même pas eu de blessures graves. Une pure chance, un avertissement. Malgré cela, le 7 octobre, plus de 50 alpinistes entament leur progression vers le sommet. La fenêtre météo se referme. C'est la dernière chance de la saison. C'est maintenant ou jamais. Et les gens y vont. Contre le bon sens, contre l'expérience, contre les signes évidents de danger. Les Italiens se souviennent. Ces alpinistes américaines ont choisi le mauvais itinéraire. Elles se sont dirigées droit vers les sections les plus avalancheuses de la pente.
On pourrait dire que c'était une véritable course. Elles ont toutes les deux choisi simultanément des chemins différents au lieu de faire la trace et d'ouvrir la voie ensemble. De toute l'évidence, chacune essayait de dépasser l'autre. Chacune voulait être la première, ne serait-ce que de quelques minutes. Gina a choisi l'itinéraire direct vers le sommet principal, le même que Nirmal Purja avait emprunté en 2019. Plus court, mais plus dangereux. Pente raide, beaucoup de neige, risque élevé. Anna Goutou a d'abord suivi la voie classique, par la crête jusqu'au sommet central. Plus longue, mais plus sûre. Mais elle s'est ensuite arrêtée pendant près d'1 heure, comprenant apparemment que Gina la distançait. Puis, elle a brusquement changé de cap et a commencé à grimper tout droit sur la pente, en coupant court, en ignorant le danger. À 7600 mètres d'altitude, de nombreux alpinistes font demi-tour et entament leur descente vers le camp de base. Ils voient les conditions avalancheuses et décident de ne pas prendre de risques. L'ascension est annulée. La vie est plus précieuse. Mais pas pour les Américaines. Elles continuent de monter, pas à pas. La respiration à travers un masque à oxygène. Le froid contracte les muscles. La neige s'effondre sous les crampons. Mais elle continue. Et à environ 7800 mètres d'altitude, les avalanches commencent à se déclencher. Et ce n'était pas une seule avalanche, mais toute une série. D'énormes vagues de neige dévalaient, balayant tout sur leur passage. D'abord, un silence, un léger bruissement, puis un grondement, puis un rugissement à vous percer les tympans. La première avalanche emporte Anna Goutou et Mingmarita, le Sherpa qui était encordé avec elle. Cela se produit vers 11 heures du matin. La neige les frappe avec une telle force qu'elle leur brise les os. Puis elle les entraîne vers le bas, les fait tournoyer, les ensevelit. La deuxième avalanche se déclenche environ 2 heures plus tard, vers 1 heure de l'après-midi. Elle emporte Jinar Zutidlo et Tengen Lama. Et c'est là que réside le point le plus important. Lorsque la première avalanche a dévalé et enseveli Anna et Mingmarita, le groupe de Gina et Tengen l'a vue. Ils étaient plus hauts et ont regardé la neige recouvrir les gens. Ils ont vu l'avalanche les emporter. Ils ont entendu les cris s'interrompre au milieu d'un mot. Mais ils ont continué l'ascension, comme si de rien n'était, comme si ce n'étaient pas des personnes, mais de simples pierres qui étaient tombées quelque part en bas. C'est ici que se pose la question principale. Qu'est-ce qui a poussé un guide aussi expérimenté que Tengen Lama à continuer l'ascension au lieu de faire redescendre sa cliente? Que s'est-il passé dans sa tête? Quel calcul? Quelle logique? Pensait-il qu'ils auraient plus de chance? Ou l'argent s'est-il avéré plus fort que l'instinct de survie? Malheureusement, nous ne connaîtrons jamais la réponse. D'autres Sherpas supposent que c'était dû aux ambitions d'une cliente riche qui aurait pu promettre d'augmenter considérablement ses honoraires pour une ascension réussie, les doubler, les tripler, transformer une seule expédition en un revenu annuel. La première avalanche se déclenche à 11 heures du matin, à 7800 mètres d'altitude. La seconde, vers 1 heure de l'après-midi. Elle ensevelit Gina à seulement 80 mètres du sommet. L'objectif pour lequel elle était venue, pour lequel elle avait payé des dizaines de milliers de dollars, pour lequel elle avait risqué sa vie, il ne restait même pas 1 minute de marche. 80 mètres, 5 minutes de montée lente, peut-être 10, elle était si proche. Les alpinistes qui se trouvaient plus bas sur la pente sont également touchés par la vague de neige. Mingma Gyalje, qui était un peu plus bas, lance immédiatement une opération de sauvetage. Sans hésitation, sans panique, il fait simplement ce qu'il faut faire. Il essaie de déterrer les victimes, travaille sans relâche, et ce, sans oxygène supplémentaire. À une telle altitude, c'est un véritable exploit. Chaque coup de pelle lui prend autant d'énergie qu'1 heure de travail dans des conditions normales. Voici comment il s'en souvient. Dès que la neige s'est tassée, nous nous sommes précipités pour déterrer ce qui avait été enseveli. Mes mains n'obéissaient plus, mes doigts étaient engourdis. Mais nous creusions. Quand je sauvais Karma Gyalje,
Ma corde a failli s'emmêler dans son équipement. Je le tirais et la corde se resserrait en nœud coulant. J'ai réussi à libérer ses chaussures, mais j'ai moi-même glissé et suis tombé. J'ai essayé de m'arrêter 2 fois, j'ai presque réussi, mais mon corps était déjà trop fatigué. Mes muscles ne tenaient plus. Je continuais à glisser, prenant de la vitesse. En tombant, j'ai vu un gros rocher devant moi, noir, pointu, dépassant de la neige. Et j'ai compris. Si je le percute, je me briserai tous les os, ou je me perforerai la poitrine, ou je me fracasserai la tête. J'ai essayé de contourner le rocher pendant ma chute. J'ai poussé avec ma jambe, j'ai fait pivoter mon corps. Et ça a marché. Je suis passé à côté, à quelques centimètres près. Ensuite, j'ai quand même heurté d'autres rochers, mais ils étaient dans la neige. Le choc a été plus doux. C'est pour ça que j'ai survécu. Mingma Gyalje a en effet survécu grâce à une chance incroyable et à l'aide d'un autre alpiniste, Dawa Donaguru. Celui-ci l'a trouvé assez rapidement, inconscient et sans pouls, le corps froid, les lèvres bleues. Mais Dawa Dona a commencé la réanimation. Sasko Ketchev, alpiniste et cardiologue qui était également sur la montagne ce jour-là, se souvient. Dawa Dona nous a raconté qu'il avait pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire, un massage cardiaque externe à près de 7500 mètres d'altitude. Chaque compression lui prenait ses dernières forces. Heureusement, après quelques compressions thoraciques et quelques insufflations, Mingma a réagi et a repris conscience. Étonnamment, il s'est levé, lentement, a refusé toute aide supplémentaire et a commencé à descendre. Alors qu'une minute plus tôt, après avoir heurté le rocher, il avait connu une mort clinique. En tant que médecin, je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Mingma Gyalje est retourné au camp 2, tremblant, épuisé, ensanglanté. Sa veste était déchirée, son visage couvert d'égratignures, mais vivant. Le lendemain, il a rejoint le camp de base par ses propres moyens et est monté dans le bus du groupe pour la frontière. 8 heures de secousses sur des routes de montagne avec des os cassés. À l'hôpital de Katmandou, un scanner a révélé une fracture du crâne et une fracture du coccyx. Et pourtant, cet homme était descendu seul d'une altitude de 7300 mètres, une altitude d'où même les personnes en bonne santé ne reviennent pas toujours vivantes. Son histoire est une leçon à part entière sur la force de volonté des Sherpas. Mais les alpinistes américaines et leurs Sherpas étaient bien plus haut sur la pente. Il n'y avait aucune chance de les déterrer. L'avalanche les a ensevelis, des mètres de neige, des tonnes de pression, pas d'air, pas d'issue. L'alpiniste népalaise Naira Okano se souvient ainsi de ces femmes. « Je connaissais mal Anna, mais elle m'a donné ses chauffe-mains quand je gelais sur le Nanga Parbat, juste comme ça, sans que je le demande. Elle a vu que j'avais froid et me les a donnés. À partir de ce moment, une amitié est née entre nous. » Gina appelait Anna une alpiniste d'Instagram, disant qu'elle courait après les likes et non les sommets. Mais je pense qu'Anna était simplement une fille adorable qui voulait se prouver quelque chose à elle-même. Après notre ascension du Cho-Oyu et notre retour au camp de base, les choses ont vraiment mal tourné. Gina était partie pour l'ascension quelques heures auparavant, mais les autorités locales nous ont retenus pour une raison quelconque. Ils vérifiaient nos papiers, posaient des questions étranges. Puis il y a eu des problèmes avec les yaks. Soudain, ils n'étaient plus prêts à transporter notre équipement. Je n'ai aucune preuve. Mais les membres de mon équipe soupçonnaient que Gina aurait pu inciter les officiers à arrêter notre groupe pour retarder l'ascension d'Anna et être la première à établir le record. Peut-être que c'est de la paranoïa, ou peut-être pas. Pour amener Anna à temps, nous avons dû laisser la majeure partie de l'équipement qui devait descendre au camp de base. Nous n'avons pris que le nécessaire pour l'ascension, le minimum. Les 2 femmes étaient tellement concentrées sur la compétition qu'elles ont perdu le contrôle de la situation. Toute l'équipe en a souffert. Si elles avaient marché ensemble, fait la trace ensemble, s'étaient assurées mutuellement, tout aurait été différent. Elles auraient survécu, j'en suis convaincu. C'est vraiment dommage que nous, les femmes, ne sachions pas nous soutenir mutuellement, surtout dans des endroits pareils. Une autre alpiniste américaine, Tracy Metcalf,
a également noté que la compétition entre les filles avait dépassé toutes les limites raisonnables. Voici ses mots. Je pense que Gina était très motivée pour devenir la première Américaine à gravir les 14 sommets. Pour elle, ce n'était pas juste un exploit sportif, c'était une identité, une façon de s'affirmer. Elle a été très surprise de la vitesse à laquelle Anna a pu la rattraper, car celle-ci était une nouvelle venue en alpinisme. Elle avait commencé il y a seulement quelques années et avait déjà 13 000 à son actif. Cela blessait Gina, profondément. L'ironie du sort, Tracy Metcalfe était la 3e sur la liste. Après la mort de Gina et d'Anna, c'est elle qui a maintenant le plus grand nombre d'ascensions de 8000 parmi les alpinistes américains. Elle est la plus proche de ce record. Mais elle ne se presse pas. Et voici ce qu'elle dit. « Je n'aime pas du tout cette fièvre des records. J'ai l'impression que ça gâche l'expérience des ascensions. Avant, j'aimais toutes les étapes d'une expédition. La marche d'approche, les rotations entre les camps, l'acclimatation, la rencontre avec l'équipe, les soirées sous la tente à raconter des histoires. Maintenant, tout le monde est très pressé. On arrive, on monte, on repart. Une case cochée sur une liste, un post sur Instagram. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui font de l'alpinisme pour des raisons qui ne sont peut-être pas tout à fait les bonnes. Des choses comme l'attention sur les réseaux sociaux, la popularité, les contrats de sponsoring, ça attire les mauvaises personnes. Des gens pour qui les montagnes sont un décor, pas un sens. Je profite de la beauté, du silence, de la sensation d'être au bout du monde. Et c'est la raison pour laquelle je fais ça. Ces compétitions ne m'intéressent pas. Je ne veux pas que mon nom soit écrit avec du sang. Le bilan de cette ascension est que 4 alpinistes, dans leur quête d'ambition, ont été balayés par une avalanche. Leurs corps n'ont toujours pas été retrouvés. Ils sont restés là, sur la pente, sous des mètres de neige et de glace. Peut-être que dans quelques années, la glace bougera et que quelqu'un découvrira leurs restes. Ou peut-être qu'ils y resteront pour toujours. Tracy Metcalfe l'a le mieux résumé. C'était une leçon, bien qu'elle ne soit pas nouvelle. Elle est que la zone de la mort n'est pas un lieu pour la compétition. Les records ne signifient rien si vous n'êtes plus là. Vous pouvez être le premier Américain, le premier Asiatique, le plus rapide, le plus jeune. Mais si vous êtes mort, quelle différence cela fait-il ? 2 Sherpas alpinistes, qui avaient un brillant avenir, sont également morts en faisant leur travail, en poursuivant les ambitions de leurs clients. Tenjen Lama aurait pu devenir une légende de l'alpinisme népalais. Il aurait pu former une nouvelle génération de guides. Il aurait pu ouvrir sa propre compagnie. Mais il est resté sur les pentes du Shishapangma parce qu'il n'a pas su dire non à une cliente fortunée. Cette histoire a eu un énorme retentissement. Le gouvernement chinois a interdit les ascensions du Shishapangma pour le reste de la saison. La perte de Sherpas aussi renommés a secoué la communauté des alpinistes. Des manifestations de proches des guides décédés ont eu lieu à Katmandou. Les gens exigeaient des changements dans le système. On a de plus en plus parlé de la nécessité de donner aux guides plus de droits et de leviers d'influence sur leurs clients, pour qu'ils puissent faire demi-tour à un groupe sans le consentement du commanditaire s'ils voient un danger, pour qu'ils ne deviennent pas de simples instruments pour atteindre les records des autres, pour que leur parole ait du poids et ne puisse pas être achetée avec une liasse de dollars. Récemment, Christine Harila, la Norvégienne avec qui Tenjen Lama avait établi le record du monde, a annoncé son intention de récupérer le corps de son ancien partenaire sur les pentes du Shishapangma. Elle a lancé une collecte de fonds, a engagé une équipe, a obtenu l'autorisation des autorités. Cependant, même cette annonce a été perçue par la majorité comme une tentative de faire le buzz. Les alpinistes expérimentés ont convenu que c'était une entreprise inutile et extrêmement dangereuse, qui coûterait de nouvelles vies. Descendre un corps de 8000 mètres est une opération qui nécessite des dizaines de personnes, des jours de travail, un risque énorme. Et surtout, la vie des Sherpas, qui meurent déjà trop souvent à cause des ambitions de leurs clients. Beaucoup proposent de donner l'argent collecté pour cette expédition à la famille de Tenjen. Ce serait plus honnête et plus pratique. Ces enfants se sont retrouvés sans père,
sa femme sans soutien de famille. Ils n'ont pas besoin de gestes symboliques, mais d'une aide réelle. Voilà donc une triste histoire sur l'ambition, la compétition et le prix qu'il faut parfois payer pour une place dans l'histoire, pour une ligne dans la liste des recordman, pour quelques milliers de likes sur les réseaux sociaux. Le Shishapangma se dresse toujours. La neige sur ses pentes reste tout aussi meuble et dangereuse. Les fenêtres météorologiques sont toujours aussi rares. Et les gens continuent de grimper, là où chaque inspiration pourrait être la dernière. La course ne s'est pas arrêtée. Elle continue.